Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Comme vous le savez, Rosalie et moi sommes maintenant de retour en France. Je vous propose dans cette vidéo de revenir sur le contexte de ce voyage un peu particulier, de vous en dire plus sur la liaison entre le Japon et la France, et ça va me donner l'occasion de vous partager ce qui m'a marqué au cours de ce trajet. On y va! Donc je tourne cette vidéo à peine 48 heures après avoir foulé à nouveau le sol français. Donc j'ai quelques notes à côté, vous ne m'en voudrez pas, je vérifierai, je me rapporterai parfois à mes notes parce que je suis encore à l'esprit embrumé dans ce décalage horaire. Et ça me semblait important, intéressant, possiblement pour vous, qu'on fasse le point sur la manière dont les vols internationaux ont lieu actuellement. Alors déjà, premier rappel, premier élément, il n'est pas possible pour des Français d'aller au Japon, quelle que soit la nature de leur visa, hormis évidemment des diplomates, mais le tourisme, ce n'est pas possible, et même pour les résidents, permanents, qui, pour une raison ou une autre, auraient quitté le Japon, ils ne peuvent pas revenir, sauf si c'était pour des circonstances dites humanitaires, c'est-à-dire, par exemple, le suivi d'un traitement médical qui était absolument nécessaire en France, ou alors assister à l'enterrement d'un proche. Bref, autant dire que les frontières du Japon sont encore pour le moment fermées, et de fait, il ne faut pas se projeter dans l'idée de partir au Japon quand on est français. Dans l'immédiat, on n'a aucune information sur la date à laquelle ces frontières vont pouvoir rouvrir. En ce qui me concerne, il était nécessaire de voyager puisque dès le départ, le projet qui m'avait mené au Japon avec Rosalie, c'était un projet de 6 mois. Je reviendrai dans une prochaine vidéo que j'ai déjà tournée puisqu'elle a été enregistrée quand on était encore à Tokyo. Je reviendrai donc sur les raisons qui m'avaient fait aller au Japon et plus exactement le projet de recherche que j'ai mené là-bas. En l'occurrence, donc, au bout de 6 mois, il était temps de revenir. C'était la durée qui était la durée convenue. On fait toujours des allers-retours entre France et Japon avec Rosalie. Vous le savez, vous nous suivez pour certains depuis longtemps. Et donc, la date prévue initialement pour notre retour était donc le 14 juillet. Et par une chance incroyable, nous avons pu prendre exactement les vols que nous avions prévus initialement. Donc j'insiste sur cette idée que on avait déjà prévu de voyager, parce que moi, en pleine pandémie mondiale, je pense que c'est important d'être un peu, de se restreindre en termes de voyage et de déplacement. Et d'ailleurs, c'est le message que, par exemple, aujourd'hui, la gouverneure de Tokyo, qui est fortement inquiète par la recrudescence du nombre de cas de coronavirus à Tokyo, incite les membres de la capitale japonaise à se restreindre dans leurs déplacements et à ne donner donner corps qu'à des déplacements qui seraient absolument urgents et non déplaçables. Bref, ce déplacement, ce retour en France le 14 juillet, à un moment donné où la pandémie était théoriquement un peu moins active, en tout cas les frontières de la France nous permettaient de revenir, ce qui était plutôt une bonne chose, dans des conditions tout à fait raisonnables. C'était donc le bon moment, sans doute, pour revenir, en plus du fait que c'était prévu initialement. Je vous cache pas aussi que durant les mois qui sont passés, on s'est posé la question parfois, et notamment en mars, quand la France a décidé de fermer ses frontières et aussi d'appliquer ce confinement. Est-ce que c'était le bon moment pour revenir en urgence ou pas, sachant que le Japon allait doucement vers un état d'urgence? À ce moment-là, il faut savoir que dans mon laboratoire à Tokyo, tous les stagiaires étrangers ont eu la requête de retourner dans leur pays. Ceci avait été fait pour que, entre autres, ils ne soient pas dans des situations compliquées avec l'arrivée de l'état d'urgence dans la capitale japonaise et qu'ils se retrouvent dans des situations complexes, par exemple s'ils devaient aller à l'hôpital sans parler du tout le japonais,
ou alors même si le Japon n'était pas en mesure de les soigner de manière satisfaisante parce que par exemple il y aurait eu un afflux de cas. Donc toute la précautionnosité et toute l'attention en fait que peuvent avoir les Japonais vis-à-vis de personnes qui sont sous leur responsabilité, comme ici donc dans mon laboratoire vis-à-vis de stagiaires, s'était manifesté et avait un peu réactivé la réflexion de ma part sur ces sujets-là. Et avec Rosalie, on s'était dit que malgré tout, le Japon était dans une approche plutôt précautionneuse vis-à-vis du traitement de la crise et qu'il était plus raisonnable, notamment pour éviter, comme je le disais, la circulation du virus, si par exemple on était nous-mêmes porteurs en étant asymptomatiques, à ce moment-là de rester au Japon. Donc, par chance, comme je le disais en introduction, on a pu prendre exactement le vol qu'on avait réservé quasiment un an auparavant, parce que l'aéroport de Haneda venait de rouvrir. Il y a eu quelques vols entre Narita et Paris-Charles de Gaulle, même pendant la période de fermeture officiellement des frontières. Il y avait 2 vols par jour, mais c'était pas le vol qu'on avait. On avait un vol avec JAL, Japan Airlines, et Haneda venait vraiment de rouvrir. Il a rouvert le 1er juillet avec JAL qui reprend ses liaisons entre le Japon et la France, ce qui a été parfois mal interprété comme le fait de pouvoir retourner au Japon faire du tourisme. Non, là c'est vraiment plutôt les Japonais peuvent venir en France, ça c'est possible. Le Japon ne fait pas partie des pays à partir desquels il faut suivre une quatorzaine quand on arrive sur le territoire hexagonal. Par contre, les Français ne peuvent pas aller au Japon, c'est à garder en tête. Donc Haneda venait de rouvrir et par chance notre vol initial a donc été maintenu. Donc on a pu partir avec les conditions que du fait qu'on se sentait bien, on ressent pas heureusement pour nous et on croise les doigts pour le long terme de symptômes liés à une quelconque maladie. Et comme la France l'impose, avant de partir, on avait rempli des attestations, puisqu'on revient d'une zone hors Union européenne, attestation qui situait qu'on faisait ce déplacement parce que nous sommes français, et que par ailleurs, nous avions une attestation à remplir de non-symptômes, qu'on ne ressentait pas de symptômes liés au coronavirus. Et puis parallèlement, moi j'avais aussi des documents supplémentaires liés au fait que j'étais en mission à ce moment-là, professionnelle, donc je gardais ces éléments-là en justification si par hasard on nous avait demandé pourquoi ce déplacement. Alors, du coup, on est parti. Le mardi 14 juillet. Donc là, on me voit avec les valises. On est parti pour éviter aussi les risques de contamination. On est parti en taxi jusqu'à l'aéroport. Et le taxi nous a fait la super faveur de nous laisser choisir la route pour rejoindre l'aéroport depuis le centre de Tokyo. Il nous a suggéré de prendre la route qui passe par le Rainbow Bridge. Donc on a pu voir une vue globale sur Tokyo à cette occasion-là et en même temps du coup voir Odaiba. Les circonstances cette année nous ont pas permis d'aller à Odaiba et de revoir encore une fois le Gundam géant, mais on est passé à Odaiba, on a vu Diver City, Fuji Telebi, bref ça faisait plaisir, c'était un dernier au revoir pour ce séjour-ci au Japon, c'était chouette. Et alors, quand on est arrivé à Haneda, c'est vraiment frappant. On a beaucoup fait de voyages à Haneda. J'ai compté, avant de préparer cette vidéo, je suis parti 17 fois de l'aéroport international de Haneda durant les dernières années. Et on arrive là où l'aéroport est toujours ultra vivant, il y a des touristes partout qui arrivent, qui repartent. Bien là, vous voyez mes photos, il y a quasiment personne. Énormément de comptoirs sont évidemment fermés. Il y a très très peu de vols qui sont organisés. Et donc, c'est ce que je montre ici, là, quand on arrive, c'est vraiment frappant. Bah, vous voyez derrière, on croise personne. Et la majeure partie des comptoirs sont fermés. Par exemple, du coup, il y a les comptoirs JAL, les comptoirs ANA, et puis c'est un petit peu tout. Et quand on traverse cette zone-là, donc la zone où on dépose des bagages, eh bien, en fait, il n'y a pas de queue. Hein. C'est vraiment, on voit tout de suite qu'il y a très peu de vols au départ. Ensuite, on
passe les contrôles, on passe les frontières et on arrive à la zone d'embarquement. Et alors là, la zone d'embarquement, c'est encore pire, on va dire, en termes de personnes et de sentiments, parce que il y a vraiment, à ce moment-là, quasiment personne. Voilà, il est 8h50 du matin. Et du coup, il y a quelques membres du staff de compagnies aériennes qui circulent dans cette zone. Les boutiques sont quasiment toutes fermées. Évidemment, il n'y a pas de touristes, hein, donc les boutiques duty free n'ont pas de raison d'être ouvertes. Mais c'était saisissant parce que en vivant à Tokyo, en ayant vu finalement le passage de la phase d'avant à la phase qui est maintenant dite au Japon with Corona, donc le fait de vivre avec le coronavirus, il y a une nouvelle forme de normalité, pour reprendre les termes aussi qui sont utilisés au Japon, qui s'est installée. Et finalement, on est dans une sorte de routine qui fait qu'on oublie presque qu'on est dans une période vraiment exceptionnelle. Mais alors là, quand on arrive dans cet aéroport désert, et voilà, avec tous les vols, quasiment les vols classiques annulés, c'est parlant là sur cette photo, vous voyez, hein, tous les vols sont annulés. Il y avait un vol pour Helsinki et puis donc le vol pour Charles de Gaulle et c'est tout. Donc c'est logique que les boutiques soient fermées, hein, comme je le disais auparavant, mais ça donne un ordre d'idée. Là, Rosalis m'a pris, ben voilà, on est quasiment les seuls dans le terminal. Et quand je disais ici, les boutiques sont fermées, voilà, tout est en grisé sauf un café. Et aussi une boutique duty free qui fait aussi pharmacie. Donc c'est vraiment c'est vide. Voilà, on n'a jamais vu Haneda comme ça. C'est vraiment saisissant. Et par exemple, la boutique Tokyo Souvenir Shop, dans laquelle il y a une petite comment dire, statue de Gundam avec laquelle je me suis pris en photo, je l'ai déjà partagé dans le passé sur les réseaux sociaux, mais elle était évidemment fermée. Donc voilà, des couloirs quasiment déserts. Et donc, comme je disais, les seules boutiques ouvertes sont... voilà, il y a 2 cafés ouverts à ce moment-là et tout le reste est fermé. Donc là, j'ai fait un petit plan au niveau du food court, donc là où on peut manger. Il y a ici il y avait 3 restaurants qui étaient ouverts, un restaurant de udon, un restaurant de sushi et puis un café plus occidental, donc quasiment tout est fermé. Et on va le voir ici. Donc là, c'est l'endroit où, pour ceux qui connaissent Haneda, l'aéroport international, les gens viennent. Il y a tout le temps énormément de monde, il y a du bruit. C'est une zone où on entend, qui est un peu nigiyaka, hein, bruyante, festive, hein, quand on arrive dans l'aéroport, dans cette zone de l'embarquement de l'aéroport. Il y a beaucoup de monde, on entend sans arrêt les annonces pour les prochains vols. Et là, en fait, il y a la petite musique de fond que j'avais jamais entendue de l'aéroport et rien d'autre. Donc c'est vraiment incroyable comme ambiance. Là, j'ai refait une vidéo pour vraiment, c'est pas juste une photo que je vous montre où il y a personne. Voilà, il y a Rosalis qui est en train de jouer à Animal Crossing. Vous avez pu voir ce qu'elle faisait dans Animal Crossing dans la vidéo qu'elle a consacrée dernièrement à ce jeu, dans l'épisode 118. C'est ça, hein. Et voilà, donc c'est tout. Il n'y a personne d'autre quasiment. Et alors là, j'ai fait une vidéo pour rigoler en me disant que ben, voilà, dans les zones d'embarquement, il n'y a rien. Mais heureusement, il reste un élément d'enthousiasme. Finalement, il y a le distributeur automatique Pokémon qui est allumé. Donc c'est des distributeurs automatiques qu'on retrouve dans certains aéroports qui vous permettent d'acheter quelques dernières peluche si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller dans un Pokémon Store. Je trouvais ça rigolo parce que le moment où je suis passé, du coup, il y avait Pikachu, c'était mignon. Voilà. Donc on est parti à un moment donné où finalement on a eu une fenêtre dorée qui s'est ouverte parce qu'à contrario, oui, comme je le disais, c'est depuis aujourd'hui que la gouverneure de Tokyo incite les Tokyoïtes à restreindre leurs déplacements. À Tokyo, là maintenant, ça fait plusieurs jours de suite que le nombre de cas est supérieur à 200 avec beaucoup de... on va dire une augmentation de l'inquiétude globale dans la capitale. Donc on a eu de la chance.
Et à Haneda, en fait, on n'a pas eu de contrôle de température. Par contre, comme je le disais un peu avant, on a eu une vérification qu'on avait bien les documents français, les attestations de déplacement et de non-symptômes qui sont attendus. Donc ça a été vérifié au moment où on a enregistré nos bagages. Et puis ensuite, dans l'avion, ce qu'on a constaté, c'est que l'avion était rempli à peu près à 20%. Toutes les hôtesses ont évidemment un masque, en plus elles portent des lunettes, puisque la question de la contagiosité du virus par des éléments par les yeux est un élément qui est discuté et étudié par des scientifiques, et notamment il y a quelques cas de publications scientifiques qui recensent de la contamination dans des cabinets d'ophtalmologie. J'avais lu ça en mai. Et par ailleurs, on nous demande aussi, là c'est propre à la compagnie, de remplir ce formulaire, qui est un formulaire qui détaille complètement les endroits où on va aller, les contacts d'urgence, et tout ceci pour pouvoir éventuellement nous contacter si un cas de coronavirus venait à être signalé d'un passager qui était dans ce vol-là. Donc bon, c'est rassurant finalement d'avoir aussi ce type d'éléments dans un avion où évidemment les applications mobiles que sont Cocoa pour la version japonaise ou Stop Covid en France, tout le monde n'utilise pas la même application en fonction de sa nationalité, donc là au moins vous avez un élément qui peut permettre de faire de la traçabilité. J'ai trouvé ça plutôt bien. Dans l'avion, pas de modification majeure par rapport à d'habitude, on a bien eu nos repas. Forcément, comme l'avion était très peu rempli, on a été servi très vite. Et non, la seule modification, c'est que généralement, dans la zone de circulation au bout de l'avion ou dans certaines zones intermédiaires, vous avez des snacks à volonté, vous allez pouvoir récupérer par exemple des petits chocolats ou alors des petits biscuits japonais. Donc dans un vol de 12 heures, ça fait du bien des fois d'aller se détendre les jambes, d'aller boire un verre de jus de pomme qu'on se sert et puis de prendre un snack. Là, il n'y a rien de tout ça, il n'y a plus cet élément-là en libre service. Par contre, les hôtesses nous ont donné à plusieurs reprises directement à notre place des boissons et aussi des équivalents de petits snacks, des petits goûters. Et comme ça, c'était au moment où c'était le milieu du vol, qui correspondait pas à un repas normalement, qui correspond juste à un moment où les gens sont censés dormir. Et bien pour ceux qui ne dormaient pas, on a eu un petit sandwich. Nous qui sommes végétariens, on a eu un petit sandwich aux légumes. C'était chouette. Voilà, donc dans le vol, un sentiment de sécurité globalement, même si on va dire l'attribution des sièges n'a pas été refaite, n'est pas réattribuée, n'est pas réaffectée pour assurer par exemple un siège sur deux. Il y a des rangées complètes qui ne sont pas occupées, puis d'un coup vous avez 2 ou 3 rangées qui sont quasiment assez remplies, ça dépend de l'endroit où les gens ont sélectionné leur siège au moment de la réservation. Ça c'était un petit peu plus étonnant qu'il n'y ait pas cette réaffectation. Mais finalement, comparé au vol domestique, c'est-à-dire au vol sur le territoire hexagonal qu'on a fait, c'était pas si grave, on avait un sentiment quand même de relative sécurité à ce moment-là. Donc on arrive à Charles de Gaulle, pas de contrôle obligatoire de test coronavirus, puisque comme je le disais auparavant, le Japon ne fait pas partie des pays qui sont sur une zone rouge, donc vous pouvez arriver au Japon, vous pouvez arriver du Japon sans avoir besoin de faire par exemple de quatorzaine, ni de faire de tests. Quand on arrive à Charles de Gaulle, au niveau du terminal 2E, il y a plusieurs éléments qui changent par rapport à d'habitude. Par exemple, la connexion entre le terminal 2E et le 2F pour les connexions directes entre les vols internationaux et les vols nationaux. La connexion se fait plus directement, il faut sortir du terminal 2E pour rejoindre ensuite à pied le terminal 2F et ensuite faire de nouveau tous les contrôles avec les matériels informatiques à ressortir pour du coup passer dans la zone d'embarquement de son vol national.
Et il y a un endroit qui est dédié à la sortie du terminal 2E pour des tests Covid. Mais alors, nous, on a regardé à ce moment-là, il n'y avait absolument personne pour procéder à ce test-là, si on avait voulu faire le test. Donc peut-être que c'était, comme c'était le 14 juillet, c'était peut-être un élément, ou alors peut-être qu'il n'y avait que des vols en provenance de zones qui sont dites sûres, qui arrivaient à ce moment-là, d'où l'absence de quiconque au niveau de ces tests. En tout cas, ce qui frappe quand on arrive du coup dans l'aéroport, et plus particulièrement au terminal national, donc du vol entre Paris et Nantes, c'est pour nous qui ne sommes plus venus en France depuis plus de 6 mois, c'est de voir tout le monde avec un masque en France. Bon, ça vous paraîtra évidemment finalement être devenu la nouvelle normalité, mais dis donc, quelle modification par rapport à la vie dans l'aéroport Charles de Gaulle telle qu'on peut la connaître. Comme je disais, j'ai fait 17 fois Haneda, je pense que j'ai fait plus de 20 fois le terminal, même plus que ça, le terminal du coup des liaisons domestiques entre Charles de Gaulle et Nantes, et c'était très étonnant de voir cet élément-là, le masque étant du coup obligatoire à l'intérieur de l'aéroport, ce qui se comprend tout à fait vu la proximité. Et alors là, par contre, en France, comme les vols nationaux sont beaucoup plus nombreux que les vols internationaux, en fait, il y a une sensation de... Il y a du monde. Il n'y a pas cette impression de désert qu'il y a pu avoir à Haneda. Par contre, ce qui fait prendre conscience qu'on est dans un nouveau monde, c'est cette idée que tout le monde porte un masque et donc que le port du masque est vraiment obligatoire dans l'aéroport. Et comme je le disais, le vol international entre Tokyo et Paris était quasiment vide. Alors par contre, le vol entre Nantes et Paris, plus exactement entre Paris et Nantes, pour respecter la destination, eh bien lui, il était complet. C'était étonnant. Il est plus court. Et les systèmes de ventilation dans les avions sont plus efficaces, hein, ce qui fait que le renouvellement d'air est bien plus important que dans d'autres moyens de transport ou dans d'autres zones. Donc c'est ce qui est censé assurer la sécurité, plus le fait que tout le monde porte un masque. Voilà. J'étais bien fatigué hein, à ce moment-là, donc j'ai fait une micro-sieste de 5 minutes dans l'aéroport, et puis ensuite, du coup, le vol final qui nous ramenait à Nantes nous a donné l'occasion de revoir le soleil. Il ne se levait pas, il se couchait, mais c'était une vue sympathique pour terminer ce voyage. Voilà. Pour finir, au final, ces 6 mois ont été... du coup, sacrément instructif sur le plan de la recherche et de mes activités scientifiques. Je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet qui arrivera dans les tout prochains jours sur la chaîne de Rosalis. Et durant ce vol-là, vu la situation, vu la crise sanitaire, je me suis reposé la question finalement, à quel moment est-ce que j'ai commencé, à quel moment on a vraiment commencé à parler du coronavirus? Parce que je me souviens très bien quand on a pris le vol avec Rosalis, le vol aller, le 19 janvier, à ce moment-là, en fait, peut-être que j'avais entendu parler d'une nouvelle maladie qui était apparu en Chine, mais je m'étais pas fait la réflexion au moment de prendre par exemple l'avion au niveau du terminal 2E où on voit tout à fait aussi tous les vols entre la France et la Chine. Je m'étais fait aucune réflexion à ce moment-là, j'avais pas du tout pensé au virus et je suis allé rechercher dans mon journal quotidien. Eh bien, la première fois au Japon que je parle du coronavirus, c'est le 24 janvier, où je mentionne le fait que Rosalis, après qu'on ait entendu vraiment beaucoup cette semaine-là, donc vraiment la semaine de notre arrivée, parler du coronavirus dans les informations, souhaite aller acheter des masques. Et en fait, du coup, c'est vraiment... On a vécu les 6 mois, à partir du moment où on est arrivé, quasiment, c'est la crise du coronavirus qui commençait. Et j'en ai fait moult stories et ensuite vidéos de synthèse sur la chaîne YouTube de Rosalis par rapport à la situation au Japon. Voilà, et du coup, j'ai repris mes photos et j'ai pu voir que du coup c'était vraiment le 25 janvier que j'ai commencé à mettre des masques en sortant
au Japon, donc que ce soit ici à l'extérieur ou alors dans la librairie. Donc là, c'est des photos du 25 janvier. On voit bien que je porte mon masque en même temps que je consulte les mangas et les dernières sorties. Voilà, quelle aventure! J'espère que ces 6 mois, ce qu'on vous a partagé du Japon à cette occasion vous a plu. On va continuer de partager et de parler de la culture japonaise et aussi des liens franco-japonais puisque c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les présentations du Jump vont continuer. Je vous inviterai à revoir par exemple comment on va procéder lundi, puisque c'est lundi que sort le nouveau Weekly Shonen Jump. Et d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Est-ce que tu as parlé des tuyaux ultra modernes pour le passage de contrôle à l'aéroport de Haneda? Non, j'ai pas parlé de cet élément-là. Effectivement, ce qui est aussi saisissant, c'est combien le Japon, combien Tokyo s'était préparé à accueillir les Jeux Olympiques. Du coup, le flux de passagers qui auraient dû transiter par Haneda devait être bien plus important cet été que ce qu'il était d'habitude. Évidemment, la situation est carrément différente, il est bien moins important que ce qu'il est d'habitude. Mais du coup, toutes les infrastructures sont là pour gérer les queues et aussi pour faciliter le passage de la zone de dépose-bagages à la zone d'embarquement pour que les gens n'aient plus à sortir tout leur matériel informatique et donc ils ont des ordinateurs et autres, vous connaissez tous ces contrôles-là, ils ont mis en place des super machines dans lesquelles on dépose tout, les sacs avec tout le matériel et ça part et c'est contrôlé directement. Et de la même manière, les êtres humains sont contrôlés maintenant dans une espèce de machine qui doit faire un scan à 360 du corps. En tout cas, c'est très efficace et on sent que le Japon était prêt pour justement faire face à l'afflux de passagers. Maintenant, espérons que ça leur soit utile, mais du coup un peu plus tard. Ça fait bizarre en France, hein, quand on a dû déballer tous nos matériels YouTube et tout. Ah oui, là, du coup, comme on avait pour 6 mois de matériel, on avait beaucoup d'éléments, il a fallu tout ressortir, de la console Switch jusqu'à l'Apple TV qu'on avait emmené avec nous, et puis jusqu'au boîtier Avermedia, bref, je pense qu'on a pris toute la file pour mettre tout nos matériels, effectivement, en France, parce qu'il fallait absolument tout sortir. Et ils arrivaient même pas à comprendre ce que c'était que mon nouveau trépied. Eh oui, mais alors ça, le trépied, c'est toujours le cas classique. Ça a une forme bizarre, donc ils se demandent toujours ce que c'est. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ton cadeau de mi-anniversaire. Ouais, ton cadeau de mi-anniversaire. T'as dit ça, t'as dit « c'est mon cadeau de mi-anniversaire ». Non, j'ai rien dit.